Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour notre séance hebdomadaire sur Qraya Dar pour le cours logistique. Loubna Audreli est ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour ce rendez-vous. Alors, prêt pour la continuité en fait de la séance sur le transport. On est à la séance 19 et on termine aujourd'hui la partie concernant le freight forwarding et notre fameux freight forwarder. Donc, on va faire d'abord un petit récapitulatif concernant le métier du freight forwarder par rapport à ce qu'on a fait la séance dernière. On est rentré sur le processus de fonctionnement du freight forwarder et les différentes étapes d'une opération d'importation. On a pris comme exemple une opération d'importation depuis un fournisseur à l'étranger jusqu'à chez vous, et quelles sont les différentes étapes d'échange entre vous, le freight forwarder, les différents intermédiaires et bien sûr les différents dysfonctionnements qui peuvent se positionner, et quelles sont les actions préventives et bien sûr curatives, mais surtout préventives à mettre en place pour éviter justement de tomber dans ces dysfonctionnements qualité, coût et bien sûr délai. Bien, allez, on y va. Donc d'abord un récapitulatif et ensuite on enchaîne sans transition sur la suite du cours. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit la séance dernière? La séance dernière, on avait justement parlé du fameux freight forwarder. Alors, et on a discuté comme quoi le freight forwarder c'est un intermédiaire extrêmement important dans l'entreprise. Cet intermédiaire-là, il permet justement de réaliser vos opérations de l'amont jusqu'à l'aval en passant par plusieurs étapes. Donc ça dépend bien sûr de vos contrats d'achat ou de vente, que ce soit une opération d'importation ou d'exportation. Alors pour rappel pour tout le monde, il s'agit de 9 étapes au total qui sont les étapes qui sont liées aux Incoterms, mais votre freight forwarder, vous lui commandez en fonction de ce que vous avez à réaliser de votre côté, que ce soit que vous soyez en fait un fournisseur ou encore un client. Alors il y a l'emballage, le préacheminement, transport national au pays de départ, les formalités douanières à l'export au pays de départ, bien sûr, le chargement du transport principal, qui est toujours bien sûr au pays de départ, on parle du chargement du transport principal, le transport principal qui est le transport international, maritime, aérien, routier, combiné, etc. Tout cela, on l'a déjà détaillé ensemble. Également l'assurance de ce transport international. Et on arrive au pays d'arrivée, et c'est à ce moment-là que commence l'étape numéro 6, qui est le déchargement du transport international, le transport principal. Ensuite, suivi des formalités douanières à l'import, plus des droits de douane et taxes au pays d'arrivée, bien sûr. Et enfin, le transport national pour acheminer nationalement la marchandise qui vient d'arriver au pays d'arrivée au client. Toutes ces étapes-là, qui les fait, qui les paye, qui en est responsable, on a dit bien sûr, soit dépend de l'Incoterm qui a été négocié. Mais de toute façon, c'est toujours soit le fournisseur, soit le client. Et pour mieux optimiser cette opération d'importation ou d'exportation et sur la partie qui a été négociée sur la partie transport, les étapes transport qui sont à réaliser de part et d'autre, on fait appel à ce fameux intermédiaire qui est le freight forwarder, c'est-à-dire le commissionnaire au transport, et qui fait appel lui-même à tous les autres intermédiaires pour réaliser l'ensemble de ces opérations-là, et soit par ses propres moyens, donc c'est un intégrateur logistique, ou encore par sous-traitance à ces différents intermédiaires. Il a plus la capacité en fait d'être en qualité coût et délai que vous, puisque c'est son métier, il le réalise tous les jours. Donc les tarifs qu'il peut avoir, vous pouvez parfois même pas arriver de les avoir. C'est normal, c'est en termes d'économie déjà. Maintenant, côté
réalisation de cette opération et gestion et bien maîtriser le freight forwarder. Sur des séances dernières, on a expliqué comment choisir et bien chercher et choisir, prospecter, choisir, négocier avec son freight forwarder. Ensuite, maintenant, une fois qu'on a prospecté, on est passé à la partie consultation, c'est-à-dire négocier avec ce freight forwarder là. Et justement, on avait peu besoin de comprendre comment ça se passe de l'autre côté. Et de même, si on a des participants avec nous dans le domaine du freight forwarding, qui travaillent chez un freight forwarder, où ils sont des managers ou des agents au niveau d'un freight forwarder, qui puissent s'améliorer justement et de pareil. C'est-à-dire que ce soit un logisticien en entreprise qui a besoin de ce freight forwarder, ou encore qu'on soit des logisticiens chez des freight forwarders, cette séance-là également est pour. Donc on avait dit qu'il faut connaître ce qui se passe chez le freight forwarder, comment ça fonctionne en globalité, en général. Et on avait dit qu'il existait 3 sous-processus principaux dans les opérations. Ce sont les processus qui permettent de faire fonctionner opérationnellement, c'est-à-dire au niveau des opérations, qui permettent de faire fonctionner cette activité-là. Alors, d'abord, le commercial, qui est en charge de ramener le business pour l'entreprise. Ensuite, il y a le processus back-office commercial, qui est en charge, bien sûr, de répondre aux consultations des clients qui ont été prospectés par ces commerciaux et, bien sûr, ramener la meilleure offre, qualité, coût et délai. Et cette offre-là, elle doit terminer, bien sûr, par une confirmation de la part du client, parce qu'on aime beau parfois faire des cotations, c'est-à-dire à la base de ces consultations, malheureusement, l'indicateur est trop faible. Et tout simplement, il n'y a pas de business pour ce freight forwarder parce qu'il passe toute la journée à faire des cotations à des consultations qu'il reçoit. Malheureusement, il n'est jamais retenu ou très faiblement retenu. Donc, c'est la mort certaine. Donc, un freight forwarder doit bien sûr avoir un processus d'OOC très fort qui permet de réaliser des cotations fortes grâce à quoi? Grâce à son panel d'intermédiaires aussi, à ses sous-traitants. Donc, il doit bien acheter, bien négocier avec les différents intermédiaires qu'on a détaillés, bien sûr, pour les différentes étapes. Depuis le pré-acheminement jusqu'au post-acheminement de l'autre côté. Et bien sûr, en faisant appel à son agent et comment il négocie et comment il réalise un bon relationnel avec l'ensemble de sa carte réseau et ses agents de par le monde en fonction des opérations importation ou exportation. Ok, on a eu la confirmation. Yes, on a un bon B aussi qui nous ramène les fameux go ahead. Les fameux go ahead de la part de nos clients. Malheureusement, ce qui se passe, on rate l'opération au moment de son exploitation, de sa réalisation, à cause de dysfonctionnements, d'anomalies qui peuvent se produire. Soit des anomalies en fait imprévisibles, ou encore qu'on peut prévoir ou anticiper en mettant en place des procédures de fonctionnement de façon à ce qu'il n'y ait pas en fait de l'amateurisme, ni de, comment dirais-je, des actions qui sont prises en fait sur le tas et qui ne sont pas probantes pour une opération d'importation ou d'exportation. Donc il faudrait qu'il y ait des procédures strictes mises en place en exploitation qui permettent d'anticiper à l'ensemble des dysfonctionnements qui peuvent se produire. Un client qui arrive chez un freight forwarder, un client qui doit rester et qui doit être content du service, du relationnel avec son freight forwarder, c'est son partenaire. Il doit le comprendre avec les yeux et non pas qu'avec le téléphone. C'est-à-dire que rien qu'au téléphone, par l'email, on peut savoir qu'est-ce qu'il veut mon client et il a besoin de quoi exactement. Et tout cela, bien sûr, c'est grâce à des procédures internes mises en place chez un freight forwarder, notamment au niveau du suivi et reporting, au niveau de l'amélioration continue des process, des flux de fonctionnement et bien sûr des indicateurs et des tableaux. Tout cela nous a permis justement, si vous vous rappelez,
Alors je vais afficher les diapos pour vous montrer tout cela. Voilà, donc on avait parlé des 3 sous-processus comme j'avais mentionné, et ces 3 sous-processus c'était en fait le commercial, le back-office commercial et également le back-office exploitation. Bien sûr, il y a tous les autres processus support qui sont importants au sein de comme dans toute autre entreprise, mais là c'est le nerf de la guerre. Ce sont les processus qu'il faut blinder chez un freight forwarder. Mais ensuite on est parti, on a commencé à expliquer le processus de fonctionnement, comme j'avais dit tout à l'heure. Chez un freight forwarder, il faudrait le connaître et le maîtriser pour pouvoir bien négocier et traiter de façon technique avec ce freight forwarder. On a pris l'exemple, quand j'avais dit, d'une importation en ex-works, c'est-à-dire en départ usine. Autrement dit, le client, il aura à réaliser toutes les opérations qu'on a énumérées tout à l'heure, à part l'emballage, qui sera toujours à la charge du fournisseur. Donc, à part l'emballage, les autres opérations, préacheminement, formalité douanière, chargement du transport international, transport international plus assurance de ce transport international, déchargement du transport international au pays d'arrivée, formalité douanière à l'import plus droit de douane et les taxes, et enfin le poste d'acheminement seront bien sûr à la charge de ce client. Donc forcément le client serait amené à bien sûr faire appel à un freight forward. Et donc c'est pour cela que le client a envoyé une demande de cotation. Très rapidement, tout cela on l'avait traité déjà la séance dernière, je fais juste un rappel. La demande de cotation tant chez le BOC, le back office commercial, chez le freight forwarder, du pays d'arrivée. On a expliqué pourquoi, parce que c'est une importation. Donc c'est le client qui fait appel à un freight forwarder. Ils sont tous les deux au pays d'arrivée. Et donc, ce freight forwarder qui est au pays d'arrivée, parce qu'il doit réaliser une importation, va envoyer une demande de cotation à son homologue au pays de départ. C'est un agent d'un freight forwarder en partenariat avec ce freight forwarder, agent freight forwarder au pays de départ. Celui-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étudier cette demande de cotation. On est rentré plus dans le détail de cela. Je vous invite à consulter la séance 18 qui est disponible sur YouTube et sur Facebook également, celle de la séance dernière, et dans laquelle on avait détaillé tout cela. Le BEC, il va contacter l'ensemble des intermédiaires au pays de départ. Il va les consulter comme d'habitude et il va revenir avec une offre. Dès qu'on reçoit l'offre du BEC, de l'agent freight forwarder, alors le freight forwarder qui a reçu en fait la demande de cotation du client serait capable de faire une offre globale margée. Et on avait parlé du profit share, c'est-à-dire le partage de profit, le code share entre le freight forwarder et son agent sur la marge bénéficiaire qu'ils ont appliqué sur l'offre transmise au client. Puisque le freight forwarder au pays d'arrivée a ajouté à l'offre de son agent toutes les charges en fait de la part des sous-traitants au pays de départ, c'est-à-dire toutes les opérations au pays de départ. Et bien sûr, il va marger également sur cette partie-là. L'offre globale est transmise au client et le client, comme on a expliqué, revient avec 3 possibilités. Ça peut être une confirmation, c'est parfait, yes, on a eu l'offre, ou encore refus. Et dans la majorité des cas, il ne revient pas vers vous pour vous dire qu'on vous a refusé, sauf si bien sûr vous revenez pour demander des explications, pourquoi, est-ce que ça a été retenu ou pas. Et j'invite en fait les différents clients, quand un freight forwarder revient vers vous suite à une consultation, et même s'il a été refusé, répondez à son email ou à sa requête en lui indiquant exactement pourquoi il n'a pas été retenu sur cette consultation gré à gré, sur cette consultation, et pour raison X, Y, etc. Il n'a pas été retenu parce que le flux n'était pas intéressant, ou encore l'offre financière elle était beaucoup plus importante que celle des concurrents, et vous l'invitez à être beaucoup plus compétitif pour les futures consultations. Comme ça, on maintient
le partenariat avec ces clients-là pour pouvoir justement, avec ces freight forwarders-là, pardon, et maintenir ce partenariat et ces consultations, qu'ils puissent nous répondre pour des futures consultations. Donc, refuser ou encore à négocier, c'est-à-dire on leur demande de négocier telle offre sur telle opération, sur telle étape, transport international, ça peut être l'assurance, ça peut être aussi sur les franchises. Bien, et sur cela, quand s'est arrêté la séance dernière. Alors, et c'est important, il était important qu'on fasse un récapitulatif pour tout le monde. Alors, maintenant, une fois confirmé, supposons que c'est à moi, ce freight forwarder-là, que la confirmation a été reçue. Yes! Donc c'est là en fait où il y a en fait le challenge. C'est là l'opération qui va commencer. Elle n'a pas encore terminé, puisqu'à peine on va commencer l'opération. Donc dans ce moment-là, le client, à partir du moment qu'il envoie une confirmation au freight forwarder, le freight forwarder, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le fameux, justement, go-ahead, à son homologue freight forwarder au pays. Alors, il envoie le go-ahead, et donc, une fois reçu ce go-ahead, le BOC envoie au BOE, c'est-à-dire le processus BOE lui envoie un dossier confirmé. Il lui transfère un dossier confirmé. Ce dossier confirmé, qu'est-ce qu'il fait le BOE également? Il transmet un go-ahead aussi à son agent, donc le BOE de l'agent au pays de départ, puisque c'est une importation. La même chose, le BOE de l'agent au pays de départ va envoyer également des go-ahead à l'ensemble des différents intermédiaires qui ont été consultés pour cette opération pour bloquer justement les tarifs et bloquer les dates, etc. Et ainsi de suite. Maintenant, quelle est l'opération la plus importante et la plus urgente? L'opération la plus importante justement et la plus urgente, c'est celle du transport international. Parce que toutes les autres opérations, ils ne peuvent pas subir, en fait, il n'y a pas beaucoup de fluctuations par rapport aux tarifs, ni par rapport aux dates de réalisation. Que ce soit pour le préacheminement, à moins qu'il y ait une charge importante sur ce transporteur national, et donc il faut booker les camions pour faire le transport national de préacheminement. À moins, le transiteur, il faut déposer les papiers pour réaliser le transit de l'opération. Le chargement, donc il n'y a pas en fait à confirmer. Les tarifs sont fixes, ils ne sont pas négociables, donc il n'y a pas en fait d'échange qui est réalisé. Il reste le transport international qui est important puisque les tarifs fluctuent. Ils fluctuent en fonction de l'offre et de la demande, bien sûr, comme dans tous les modes de transport internationaux et bien sûr aussi nationaux. Et donc, du coup, il est important de booker très très rapidement. Donc, on envoie le go-ahead. Une fois qu'on envoie le go-ahead à la compagnie maritime, aérienne, etc., on reçoit ce qu'on appelle un booking. J'ai pris ici l'exemple d'un transport maritime. Supposons si c'est un transport maritime, la compagnie maritime va transmettre au BOE qui a envoyé ce go-ahead, c'est-à-dire bon pour booking, il va envoyer la confirmation de cette réservation, ce qu'on appelle le booking ici. Et donc ce booking-là, justement, ça se manifestera avec des informations extrêmement importantes. Ce document-là, qu'on reçoit de la compagnie maritime, il peut changer d'une compagnie à une autre, mais les informations qui sont, c'est un document usuel, qui contient, ce sont des informations extrêmement importantes, ce sont toutes les mêmes, et il faudrait en fait bien les connaître et maîtriser. Alors bien sûr, on a le nombre, les dimensions, les types de conteneurs. Je pris ici un exemple d'un transport maritime conteneurisé. Supposons qu'on a 2 conteneurs à importer, selon cet exemple-là, par exemple, donc on aura ici 2 conteneurs de type dimension X et Y. On va rentrer dans les différents types et dimensions des conteneurs dans les séances prochaines qui finaliseront le processus transport. Donc les différents types, les dimensions et les types de conteneurs, il ne faut pas les mélanger aussi.
Ensuite, on retrouve la date et heure de récupération des conteneurs vides au dépôt des compagnies maritimes. Et donc ça, c'est une date assez importante aussi parce qu'elle permettrait au transporteur national au pays de départ, celui qui va réaliser le préacheminement, de coordonner avec le fournisseur pour se positionner, pour éviter qu'il y ait des retours sans chargement et qu'il y ait un no-show au niveau de cette opération qui donc nécessitera une facturation en double du préacheminement et donc des coûts en plus. Et donc ça vient bien sûr qu'il n'y ait pas une synchronisation des opérations au niveau chez le freight forwarder. Ou encore qu'il n'y ait pas une synchronisation également avec le client si jamais le client ne souhaiterait pas qu'on rentre en contact avec son fournisseur et il voudrait faire l'intermédiaire avec son fournisseur pour coordonner la récupération ou l'empotage de ces conteneurs qui vont se positionner chez lui à la charge du client. Bien sûr, les dates et heures de récupération des conteneurs, elle est extrêmement importante. Généralement, c'est 10 jours à l'avance, 8 jours à l'avance, 5 jours à l'avance, ça dépend de chaque compagnie maritime. Par contre, la date qui suit, que je vous mets en rouge là, c'est la date de séquence. Qu'est-ce que c'est cette date? Cette date de séquence, c'est une date à laquelle les conteneurs ou la marchandise, en général, les conteneurs dans notre exemple, doivent rentrer au port. C'est la date limite d'entrée de la marchandise au port. Date limite au-delà de laquelle la marchandise ne peut pas en fait embarquer sur cette réservation de transport international. Et donc, la marchandise, qu'on dit, elle va rater la séquence. Qui dit rater la séquence dit des charges et des frais bêtes qu'on va payer au niveau du port de magasinage puisque la marchandise, elle a raté la séquence, c'est-à-dire elle va rentrer au port au-delà de la date et heure limite de ce closing date au catastrophe. Et c'est des charges qui se rajouteront en plus sur la facture du client. C'est dommage. Donc ce sont des charges à éviter. Pour pouvoir éviter ce genre de frais inutiles et qui n'ont vraiment... quand on voit en fait des charges sur des factures, ça veut dire qu'il y a un très mauvais fonctionnement entre le client et son freight forwarder pour anticiper sur ces opérations-là. La date de séquence ne doit pas être ratée. D'une part, le fournisseur, s'il est en contact avec le freight forwarder du client, il faut qu'il y ait une coordination forte, de façon à ce qu'on puisse positionner ce préacheminement dans un délai qui permet de empoter la marchandise et permettre le préacheminement de cette marchandise avant la date de séquence, au-delà de laquelle la marchandise ne pourra pas être embarquée sur ce transport et attendra le transport suivant. Et entre ce transport et le transport suivant, le magasinage serait dû. Et un magasinage au pays de départ, c'est vraiment bête. Comme je dis toujours, je suis désolée du terme, mais c'est bête. Il faut éradiquer ce genre de frais et de dysfonctionnements et qui font alourdir les charges d'une opération de transport. Ce dysfonctionnement-là peut être éliminé par la mise en place d'une synergie, une coordination forte entre le freight forwarder du client et le fournisseur pour anticiper sur les opérations. Et si jamais il y a un problème à ce que le fournisseur n'est pas pris ou encore le fournisseur n'a pas confirmé le positionnement du camion chez lui, donc l'opération de préacheminement ne peut pas être réalisée et donc il faut en informer le client en tant que freight forwarder pour également voir la possibilité de reporter le transport pour le départ prochain afin d'éviter de rater justement cette séquence. C'est comme dans l'aérien aussi. C'est comme ni كنكونوا في l'aérien وكنجيو وباغيين عندنا فول مع 8 الصباح راه ما يمكنش نمشي مع 7 الصباح l'enregistrement نقول لهم enregistrez-moi لا الطياره مازال كاينه 8 الصباح عندي لو فول. Non,
il y a une heure limite d'enregistrement. Ici, c'est le maritime, c'est date et heure limite. C'est des dates et heures, c'est des jours avant. La date de séquence, ça peut être 3 jours, 5 jours à l'avance. Ça dépend de jours, une journée parfois. Ça dépend de chaque armateur. Donc, ce sont les armateurs et c'est bien indiqué sur le booking. Donc, il faut respecter. C'est une date à respecter. C'est pour ça que je la mets justement en warning. Je la mets en warning. Et dans l'aérien, c'est une heure avant le vol. Il y a fermeture du vol, ça c'est connu. Ça, c'est pour les passagers. Pour la marchandise, ça peut être 3 heures, 2 heures, 3 heures, 5 heures avant le vol. Ça dépend de chaque compagnie aérienne qui réalise du cargo. Et donc, il est extrêmement important, justement, de respecter, comme j'avais dit, cette date de séquence. Il faut savoir que la date limite, vous allez dire, mais pourquoi il faut 1 heure avant le vol ou encore 3 heures avant le vol? Et pour le maritime, pourquoi il faut 5 jours à l'avance? Parce que au moment où il y a fermeture de la séquence, c'est là où il y a le travail entre l'exploitation portuaire ou encore aéroportuaire pour l'aérien avec l'armateur ou la compagnie aérienne pour pouvoir mettre en place le plan de chargement, réaliser les opérations de déplacement depuis la zone portuaire jusqu'au quai pour charger le navire et réaliser bien sûr le chargement sur le navire et tout ce qui est bastingage au niveau de ces opérations portuaires. Cela nécessite bien sûr du temps. On ne peut pas se permettre de venir à la dernière minute pour livrer un conteneur au port. Donc, il est nécessaire. C'est une date qui est extrêmement importante et que ce soit pour la réalisation des opérations au niveau du port, mais également pour le client et les frais de forwardeur, ce sont des dates à respecter. Bien sûr, on trouve le ETD, l'ETA, l'ETD, ce sont les dates estimatives. C'est la date, l'ETD, c'est la date et heure estimative de départ du navire. Et l'ETA, c'est la date et heure estimative d'arrivée du navire. Ce sont des dates estimatives, puisqu'il peut y avoir, bien sûr, des retards en fonction de chaque port concerné. C'est des dates et également on peut trouver des dates et heures de transbordement si cette ligne régulière ferait éventuellement des transbordements lors de la réalisation de cette ligne. Également sur le booking, on peut retrouver les staris qui ont été négociés. Les staris. Qu'est-ce que c'est les staris? Justement, c'est quoi les staris? Qu'est-ce qu'on entend par staris? En français, on peut le dire, en anglais, c'est le terme anglais. Mais en français, il y a le terme jargon soutenu en français. Les staris, ça veut dire les jours de planche. Les jours de planche, c'est une franchise donnée par l'armateur ou encore la compagnie maritime qui vous a fait cette offre de transport international. Cette compagnie maritime vous offre ce qu'on appelle les staris, c'est des jours de planche. C'est une franchise en jours donnée par la compagnie maritime à un chargeur, c'est-à-dire celui qui va importer ou exporter, pour rendre les conteneurs vides au dépôt de cette compagnie-là au pays d'arrivée. Au pays d'arrivée, c'est-à-dire que le conteneur, on va vous les donner au pays de départ, gratuitement, à la date et heure de récupération des conteneurs vides au dépôt du pays de départ, comme c'est indiqué dans le booking. Mais une fois que les conteneurs sont arrivés au pays d'arrivée, c'est-à-dire, je m'explique, une fois que le navire est arrivé, une fois que le navire a déchargé les conteneurs, une fois que l'exploitation portuaire a réalisé ce déchargement, la compagnie maritime va aviser justement votre freight forwarder. Elle va l'aviser avec ce qu'on appelle un avis d'arrivée. À partir du moment que vous recevez l'avis d'arrivée ou votre freight forwarder reçoit l'avis d'arrivée, le compteur commence à tourner. De quoi le compteur? Le compteur des staris. 2 compteurs se déclenchent. Je suis en train de vous expliquer un des compteurs qui correspond aux staris, c'est-à-dire les jours de planche, c'est-à-dire
la franchise donnée par la compagnie maritime aux chargeurs pour qu'ils puissent rendre les conteneurs vides au dépôt de la compagnie maritime avant la fin de ces staris. Et si c'est dépassé, c'est là. Si on dépasse les staris, on paiera malheureusement les surestaris. Les surestaris, c'est les pénalités. Malheureusement, on a fait le Maghreb quand on a ma bien staris ou surestaris. Attention, quand on est spécialiste, on n'a pas le droit à cette erreur. C'est pas grave quand vous voyez des gens qui mélangent entre les deux et vous comprenez ce qu'ils veulent dire. Vous n'allez pas corriger tout le monde. Mais attention que vous soyez dans le domaine et vous faites ces erreurs. Les staris, c'est la franchise. Les surestaris, c'est les pénalités quand on dépasse les franchises. Et donc la compagnie maritime nous pénalise avec des jours, avec chaque jour supplémentaire auquel on n'a pas rarement, auquel on n'a pas rendu le conteneur à son dépôt à la date limite des staris. Alors j'ai dit que les staris c'est un compteur de jours de franchise qui se déclenche. Allez, déclenchement forage. Forage justement qui connaît maintenant le déclenchement justement de ces staris. Le déclenchement de ces staris justement qui coule au moment que le navire qui est au sol, au moment que le navire qui est au sol ou qui déchargeait la marchandise, ça y est, les staris, pas encore. Au moment que la marchandise a été déchargée et la compagnie maritime a transmis au freight forwarder ou au client direct, si c'est directement l'opération est réservée par le client, l'avis d'arrivée. À partir du moment qu'on reçoit l'avis d'arrivée, le compteur commence à tourner. À vrai dire, il y a deux compteurs. Aujourd'hui, je vous fais découvrir le compteur qui est les staris et bien sûr en même temps, il y a un deuxième compteur. Le compteur des staris, c'est le compteur des jours de franchise que vous avez le droit d'avoir pour pouvoir récupérer votre conteneur, venir récupérer votre conteneur du port. Après, bien sûr, réaliser les formalités douanières et payer les droits de douane et taxes, bien sûr, à moins que vous êtes en admission temporaire. En tous les cas, il faut réaliser votre déclaration, que ce soit en mise à la consommation ou encore en admission temporaire ou encore en autre type de déclaration douanière. Il faut réaliser et récupérer ton compte. Récupérer cela. Alors, une fois récupéré cela, un conteneur, ensuite on va faire le post-acheminement jusqu'au client. Et une fois arrivé chez le client, il faut dépoter encore la marchandise de ce conteneur. Et il faut que le conteneur retourne au dépôt de la compagnie maritime au pays d'arrivée. Mais au pays de départ, Nina au pays de départ, et ensuite on le retourne au dépôt de la compagnie maritime au pays d'arrivée. Mais avant la date limite, qui est la fin des staris, si c'est arrivé le 10 septembre, donc le 20 septembre au plus tard, avant 18h, se coule au dépôt, dès que les conteneurs sont mis au dépôt de la compagnie maritime, c'est-à-dire le banc de restitution de ce conteneur au dépôt de cette compagnie, Container Depository. Et ce reçu-là, il est extrêmement important que le freight forwarder puisse le récupérer de son sous-traitant transporteur. Pour le mettre dans le dossier. C'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent surgir justement à cause de ce petit banc de restitution de ce conteneur. Une fois qu'il a été dépoté. Et tout cela doit se faire avant la fin des staris. Si c'est réalisé avant la fin des staris, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de surestaris, donc pas de frais supplémentaires. Et c'est là où je vérifie qu'il y a un bon boulot de la part du freight forwarder, surtout de la part du logisticien, responsable logisticien chez l'entreprise. Premier indicateur, parmi les indicateurs au niveau d'une vérification de la performance du processus de transport chez une entreprise, Shadli sur Estaris 4 monsieur le responsable logistique. Et sur combien d'années? L'évolution de ces coûts-là à la baisse ou
ça fluctue. Et bien si ça la baisse, bravo Elik. Mais si ça fluctue, ça veut dire qu'il n'y a aucun plan d'action. C'est quoi votre valeur ajoutée? En tant que responsable logistique au sein de cette entreprise, quelle est votre valeur ajoutée? Alors, le premier compteur qui nous génère des dysfonctionnements, les surestaries. Ah, j'ai eu le deuxième compteur. Donc, ce compteur-là qui s'appelle le surestaries, elle lèche. Pourquoi on a vu? Donc, quels sont les plans d'action qui ont été menés? Il n'y a pas de plan d'action. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de diagnostic de la part de ces managers responsables logistiques sur les causes racines du paiement de ces surestaries annuellement. Si on voit les surestaries qu'on paye chaque année, à chaque opération, donc, et on le voit par année, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, notre mission, notre rôle de responsable logistique, c'est faire en sorte de réduire ces surestaries. C'est ça, en fait, la valeur ajoutée d'un responsable parmi les valeurs ajoutées que peut ramener un responsable logistique. Quand je dis un responsable logistique, dans tous les domaines, on y arrivera pendant les séances prochaines, dans tous les domaines, dans toutes les spécialités logistiques, c'est quoi ta valeur ajoutée dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu as optimisé, amélioré comme dans ton processus, en termes de coûts, en termes de process, de fonctionnement, de temps d'opération, de temps en productivité? C'est quoi ta valeur ajoutée? On me reproche toujours le fait de dire, parce qu'à l'étranger, on dit toujours qu'il faudrait que chaque manager, surtout dans notre domaine, il ramène 10 fois son salaire en termes d'optimisation de coûts. C'est-à-dire mon salaire, salaire d'élite de l'âme, donc l'achat, c'est ce que je dois ramener comme optimisation dans mon poste sur mes activités pour l'entreprise. Et cela c'est en fait c'est ça en fait l'expérience que peut avoir un bon logisticien dans l'entreprise. C'est justement les projets d'optimisation et d'amélioration qu'il a travaillé avec. Au Maroc, on me reproche toujours de dire 10. Elle s'est dit, je dis, si alors on reste juste sur les deux. Sur plutôt le contraire. Je dis toujours 2, on me dit, arrête, c'est plus 2 fois le salaire d'un manager. Maintenant, il faut dire 10. Elle s'est dit, ah non, je dis 10. Alors, on me 2 fois ton salaire de l'année. En termes d'optimisation, شحال هبطتي ما بقيناش كنخلصوا 200,000 درهم ديال لي سوريستاريس في العام ولينا كنخلصوا 20,000 درهم 30,000 درهم شي جينيال 100,000 درهم هبطنا من 200,000 العام اللي فات ل 100,000 وماشي وحنا هبط on réduit les coûts حنا ماشي كنهبطوا les coûts les charges à non valeur ajoutée. Et c'est ça qui vous permettra d'avoir beaucoup plus justement d'expérience. Et c'est ça l'amélioration continue. Donc, il faut avoir faut faire la guerre, comme je dis. Il faut avoir le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est les surestaries et frais de magasinage. C'est le deuxième. Ce sont les deuxièmes dysfonctionnements qui sont dus au dépassement de la franchise de magasinage. On voit le deuxième compte. Donc, pour récapituler, j'ai dit qu'une fois la vie d'arrivée, on le reçoit, 2 compteurs se déclenchent. Le premier compteur, c'est les staris avec la compagnie maritime. C'est une franchise en jour donnée par la compagnie maritime à un chargeur pour rendre les conteneurs vides au dépôt de la compagnie maritime, cette compagnie-là, au pays d'arrivée, avant la fin de ces staris. Si dépassé, on paiera les surestaris. C'est des frais supplémentaires, c'est des pénalités qu'on paye pour chaque jour auquel on a dépassé ces staris. Ça s'appelle les surestaris. Et ils doublent, ils triplent, quintuplent, ils deviennent une catastrophe. Donc, il faut faire en sorte à ne jamais tomber dans les surestaris. Et si jamais on tombe dans les surestaris et on paye ces chargeurs, c'est notre mission de chercher quelles sont les causes racines de ces surestaris. Pourquoi on est tombé sur ces surestaris-là? Quelles sont les causes racines? Quel est le diagnostic lié à ces causes racines? Le pourquoi du pourquoi. Il y a plusieurs méthodes pour faire une bonne analyse
cause à effet, et ensuite mettre en place des plans d'action avec le freight forwarder pour éviter que ça se reproduise. Alors, ça, c'est au niveau des surestaries. On va rentrer justement dans ce détail-là par rapport à ces éléments. Pour la séance également prochaine. Maintenant, le deuxième compteur avec lequel je vais terminer cette séance, le deuxième compteur, j'ai dit, c'est la franchise de magasinage qui est déclenchée également avec l'avis d'arrivée et par l'exploitant portuaire cette fois-ci. C'est-à-dire, علاش سلعة المرسى ماشي بلاصة ديال ستوكاج، هي سلعتك كيقول لك عندك اون فرانشيز على حسب السلعة ديالك وعلى حسب également شكون هاد l'exploitant portuaire. Chaque exploitant portuaire عنده bien sûr des franchises de magasinage en fonction du type de marchandise. Et donc, et c'est pas négociable. C'est fixe, non négociable, c'est franchise. Et si on les dépasse, on paiera les frais de magasinage. Et c'est des frais phénoménaux parce que ça augmente par tranche. Donc, en durée. Plus la durée augmente, plus le tarif journalier, la nuitée, dial, conteneur ou autre au niveau du pas, elle va augmenter par unité. Et donc, on arrive à des prix énormes. Et quand on vérifie combien on paye de surestaries et de frais de magasinage par mois, par an dans votre entreprise, je vous dirai, est-ce que vous êtes compétent ou pas? Parce que vous pouvez payer beaucoup, mais vous mettez en place des plans d'action qui vous permettent d'avoir des réductions significatives sur vos surestaries et vos frais de magasinage sur les opérations futures. Et donc, dans ce cas-là, parfait. Ça veut dire qu'il y a des plans d'action, que vous avez lancé la route de l'amélioration continue. Le problème, c'est lorsque on trouve toujours la courbe fluctuante des surestaries, des frais de magasinage. Là, je suis désolée, c'est pas vrai. Vous êtes qu'un exécutant. Vous ne jouez pas votre rôle de manager. Votre rôle de manager, c'est de faire en sorte de réduire, coûte que coûte, ces frais-là. Il n'y a pas raison qu'ils soient là. Et même s'il y a des raisons importantes, il faut chercher les causes racines et mettre en place des plans d'action pour résoudre ces causes racines principales à ces dysfonctionnements qui s'appellent des surestaries et les frais de magasinage. Justement. Alors, c'est pour cela que au niveau de ces opérations-là, il faudrait mettre en place des procédures en interne et bien encore piloter les opérations avec ce freight forwarder pour pouvoir réaliser correctement ces opérations sans qu'il y ait de dysfonction. Je reviens bien sûr ici au fonctionnement, au processus de fonctionnement du freight forwarder. Cela وصلت في أمان وصل لا vie d'arrivée. عند الفريت فورواردر il a réalisé les formalités douanières ديالو شخرج السلعة il a fait le post-acheminement de la marchandise au client وصلوا السلعة أمان. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors toutes ces opérations-là qui ont été réalisées, d'abord le BOE il doit réaliser ce qu'on appelle un suivi avant un scheduling. Donc, il faut qu'il y ait justement un scheduling qui est réalisé. Le scheduling, qu'est-ce que j'entends par scheduling? Le scheduling, c'est un planning prévisionnel des opérations qui vont être réalisées. C'est-à-dire que le BOE, à partir du moment qu'il a envoyé le go-ahead à l'ensemble, voire tout, mais donne à la au début, sauf que le go-ahead à l'ensemble, à son agent, à l'ensemble des différents intermédiaires, كلهم صافت لهم لو جو. Qu'est-ce qui se passe ensuite? L'opération qui donne les opérations, quand je vous les ai expliquées. Mais qui est le con qui n'a jamais, qui n'est pas informé de ce qui se passe ensuite? ما عارف شنو وقع لسلعته ولا شنو واقع ليه, etc. C'est le client. Quand un client est exigeant, la SOP dialogue, c'est-à-dire Standard Operation Procedure, dans sa procédure mise en place chez lui, qui communique à son freight forwarder, il indique comme quoi il a besoin d'un scheduling, c'est-à-dire les étapes de l'opération qui est faite. غتجي تهز لي السلعه من عند الفورنيسور
à la date prévisionnelle telle, غادي توصل le port avant la date séquence telle, غادي يمشي في le navire date telle, heure telle, غادي دار le transport international de telle date à telle date, غادي يوصل telle date prévisionnelle, غنديرو le dédouanement, غنوصلو لكسلا. Donc ça c'est un scheduling. Généralement les freight forwarders ما كيبغيوش يديروه, mais ils le font pour les clients exigeants. Le client, pourquoi il a besoin de ces informations-là? Il a besoin de ces informations pour faire également son prévisionnel au niveau de la supply chain. C'est important. J'ai horreur de voir un logisticien ou un manager transport qui passe toute la journée à les appels. Allô, allô, mais vous n'avez pas à envoyer en fait à faire des appels. L'information doit arriver vers vous. Bien sûr, maintenant, avec tout ce qui est 4.0 aujourd'hui, on n'aura plus besoin, avec les plateformes aujourd'hui, je parle de plateformes informatiques qui nous permettent bien sûr d'avoir l'information en temps réel sur notre marchandise. Aujourd'hui, ça va devenir très rapide. Mais en attendant qu'on arrive, on généralise tout cela au niveau de ces opérations-là, soyons vigilants sur le fonctionnement avec le freight forwarder. Donc le scheduling me permettra, en tous les cas moi responsable logistique, de bien anticiper en interne au niveau supply chain sur les prévisions d'arrivée de chaque importation de marchandises ou encore de l'autre côté exportation si je suis commercial pour mes clients. Une fois que la marchandise, ça y est, elle a été enlevée chez le fournisseur, on l'a été empoté, les opérations sont en cours. Mais c'est qui n'a aucune information encore sur le déroulé comme on avait dit? C'est le client. Donc il faudrait un reporting. Un email dit on a marchandise enlevée, marchandise arrivée au port. Pour le moment, pour ceux qui n'ont pas en fait un système EDI ou RFID qui permet d'indiquer en instant, en temps réel, le dossier du client est arrivé à quelle étape. Donc à partir du moment que c'est pas possible, comme c'est réalisable dans l'aérien, c'est faisable, mais pour l'instant pour le maritime, pour la majorité des cas, c'est pas le cas. Alors dans ce genre de situation, le client demande à son freight forwarder de lui donner un statut aux étapes clés de l'opération. Et cela permettrait bien sûr au manager logistique chez le client de bien anticiper sur les situations, de bien anticiper sur un retard éventuel au niveau du transport en faisant un envoi express, en faisant en fait un troc chez les confrères ou encore en reschedulant la planification de production, en anticipant, en informant le client, en réalisant, en cherchant à anticiper. Et cette proactivité chez le client permettrait de le rendre beaucoup plus fort pour ses clients à lui. Et donc, c'est grâce au bon fonctionnement avec le freight forwarder que cela peut être justement réalisé. Troisième étape, c'est laquelle? Donc, je le mets ici. La troisième, c'est laquelle? C'est le recouvrement. Parce que d'abord, on a le recouvrement au niveau de ce champ. Et donc, j'aimerais bien être en caméra directe avec vous avant de clôturer justement cette séance. Alors, pour justement cette partie, la troisième chose que fait le BOE, donc le BOE, il s'occupe bien sûr du scheduling, mais qui a le go-ahead, qui تكلف du scheduling. Donc, قبل ما تبدا l'opération, ملي كتبدا l'opération خصو يبدا يدير le reporting, il a ma cache disponible sur le net, etc. dit en direct, et il كيقول لك لا صافي السلعه وصلت في امان الله كلشي في امان الله وصل لعند le client. Donc dans ce cas-là Célina facturite le client ou عنده un délai de paiement, etc. parce qu'il est en compte ou l'a à vue, c'est-à-dire il doit payer à la livraison, ou encore s'il est en compte عنده un délai de paiement. Ça fait le dossier, c'est-à-dire que le BOE il a terminé à ce moment-là? Non. C'est pas en facturant un client que le dossier est clôturé. Non, messieurs, les BOE, au niveau des freight forwarders, je ne suis pas d'accord. Là, je prends la casquette du freight forwarder.
Je ne suis pas d'accord. Donc, au niveau du freight forwarding, il est extrêmement important qu'un dossier est clôturé à partir du moment qu'on a recouvré. C'est-à-dire qu'il y a eu le recouvrement sur ce dossier. Une fois que le dossier il a été recouvert, c'est là où il y a clôture du dossier et il peut être justement, on dit que le dossier est terminé, il peut être clôturé. Tout simplement pourquoi? Parce qu'un client qui n'a pas payé, ou un dossier qui n'a pas été recouvert, qui n'a pas eu recouvrement sur un dossier, c'est-à-dire qu'il serait, ce freight forwarder serait dans une situation d'impayé. Et s'il est en situation d'impayé par plusieurs clients, il ne peut plus fonctionner parce qu'il serait incapable lui aussi de fonctionner avec les intermédiaires avec lesquels il a travaillé. Donc il ne peut pas les payer dans les temps. Et si un freight forwarder ne paye pas ses intermédiaires dans les temps, ses agents, les différents intermédiaires de transport, les compagnies maritimes, aériennes, routières, le port, les exploitants portuaires, les transporteurs nationaux, etc. Et j'en passe, les transitaires, etc. Donc s'il ne les paye pas dans les temps, il ne peut plus fonctionner. Donc on a intérêt à bien suivre ces dossiers. Et un dossier qui n'est pas recouvert, c'est un dossier qui ne permet pas justement de... financièrement de mieux fonctionner chez un freight forwarder. Donc le recouvrement est un point extrêmement important. Voilà, donc une fois que le recouvrement est fait, l'opération est terminée. 6 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? 6 mois plus tard, le même client reçoit un avis comme quoi il est en liste noire par une compagnie maritime. Parce que elle lui doit un montant X, 200 000 dirhams, à cause de 2 conteneurs qui ont été importés de Chine 6 mois d'avant et qui n'ont pas été restitués au dépôt de cette compagnie maritime et il est en contentieux sur lui. Comment ça? Mais moi je fais l'opération, ça fait 6 mois. Mon freight forwarder a réalisé l'opération, il a restitué le conteneur au dépôt de cette compagnie. Oui, mais il est où le banc? Le banc. Quel banc? Le banc de restitution du conteneur. Parce que le conteneur il a été déchargé, dépoté chez le client, au pays d'arrivée. Ensuite, le camion, le post-acheminement, camion de transport national, il a remis normalement le conteneur au dépôt de la compagnie. Vous êtes sûr qu'il a été remis? Parce que tant qu'il n'a pas été remis et le banc de restitution n'a pas été récupéré, le compteur tourne. Quel compteur? Le compteur des surestaries. Justement, ce compteur-là, il peut vous créer énormément, justement, de soucis. Alors, que faire, justement, dans ces situations? Regardez, je vous ai mis justement cela. Donc, on est en situation où les surestaries un montant important à payer. Il est dû justement par un dysfonctionnement. Donc, on est en situation de, il faut payer, tout simplement. Mais malheureusement, comment on pouvait éventuellement anticiper sur cette situation-là à l'avance? Quelles sont les précautions qu'il faut mettre en place dans nos procédures avec nos freight forwarders? Et également, donc ça c'est la première. Le deuxième point sur lequel justement on va y répondre justement aussi, c'est quelles sont les causes racines? Quelles sont les causes racines des surestaries? Et pourquoi les surestaries justement parviennent sur nos opérations d'importation ou encore exportation, par exemple, bien sûr, pays d'arrivée. Et les causes racines principales. Et comment on peut anticiper et mettre en place des plans d'action sur ces causes racines-là pour éviter que ça se reproduise. Alors, si on veut parler justement de ces causes racines et les actions à mettre en place pour éviter que ça se reproduise, et quelle est la solution alternative que peut vous proposer justement un freight forwarder pour réduire vos factures de surestaries et de frais de magasinage lorsque vous êtes dans des situations où vous n'avez pas le choix. Vous allez tomber dans les surestaries et les frais de magasinage pour des situations bien particulières. Alors, si on souhaite justement approfondir ces points-là,
je vous invite pour la séance de la semaine prochaine, jeudi prochain, même heure, 17h, sur Qraya fi Dar. Je vous souhaite bonne soirée. Je vous reprends tout de suite pour répondre à vos questions. Merci à tous. C'est quoi le sujet, monsieur Yahya? Oui. Alors, monsieur Yahya, le sujet, c'est le transport international. Nous sommes en train de traiter le freight forwarding au niveau du cours logistique. On était en train de traiter le cours logistique et on était à la séance 19 qui traitait le processus de freight forwarding. On vient de le clôturer. C'était la dernière partie sur ce chapitre. Voilà. Il y a un problème de son?